on va redémarrer donc pour cette troisième table ronde de la matinée de ce colloque organisé par Accessence. Pour cette troisième table ronde, le thème, ce sera promouvoir et communiquer. En effet, on a vu ce matin qu'on pouvait mettre en place des outils divers et variés, que ça fonctionne bien, qu'il y a des territoires innovants et des sites touristiques qui osent se lancer et qui font aboutir leurs projets. Alors maintenant, une fois que c'est en place, c'est quand même dommage si personne vient, si personne n'en profite, si les outils ne sont pas utilisés. Et donc, on va voir comment promouvoir et communiquer pour que le succès soit au rendez-vous. Alors, 3 petits exposés pour démarrer. On va retrouver tout à l'heure Isabelle Richard d'Accessence, Cédric Thévenet pour les supports numériques accessibles. Et puis, on va commencer avec vous, Vincent Garnier. Vous êtes le directeur de la Maison du Tourisme de Clermont-Ferrand. Pardon, excusez-moi, je ne regardais pas dans la bonne direction. On travaille ensemble. Oui, c'est Granier et Garnier. Vous voyez, d'où la confusion. On vous le fait souvent. Eh bien, allez-y, entrez en piste, Vincent Garnier. On vous écoute. Vous avez 15 minutes, 10-15 même, j'ai envie de dire. Ouais, 10-15. Je me mets où ? Là ou... Au pupitre ? Oui, ça a été l'habitude prise là depuis le début de matinée. On va allumer votre micro. Voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Bon, je suis donc Vincent Garnier, je suis donc le directeur de Clermont-Ferrand Tourisme, qui est l'office de tourisme métropolitain, situé à quelques kilomètres naturellement de Riom. Juste pour vous donner une mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, je n'ai aucune solution à vous communiquer. Je vais plutôt rajouter des questions et puis vous faire part d'une petite expérience professionnelle menée ces 20 dernières années. Oui, j'ai eu l'occasion, ce matin y compris d'ailleurs, je suis assez content de ce que j'ai pu entendre, des différentes expériences qui ont pu être apportées. Et ce d'autant que certaines de ces expériences émanent de territoires et de destinations qui me sont chères aujourd'hui encore. Je pense notamment au Limousin pour avoir sévi quelques années dans ce beau département de la Creuse. Et je pense naturellement au Val-de-Loire où j'ai également eu pendant quelques années à exercer quelques responsabilités. Donc j'ai suivi ça de très très près. Et c'est vrai qu'en termes de tourisme de nature et aujourd'hui en termes de tourisme responsable, ce sont des territoires qui effectivement peuvent faire état, comme vous l'avez fait, d'un certain nombre d'expériences utiles. Mais nous sommes en Auvergne, en région Auvergne-Rhône-Alpes, et il y a également de très beaux exemples sur lesquels nous aurons certainement l'occasion de revenir tout au long de cette journée. Et je ne veux pas commencer à gaspiller mon temps, mais j'avoue que, chère madame qui est à ma gauche, c'est la première fois que je fais un discours avec effectivement une personne qui va le soumettre à votre subtile attention en langue des signes, ce qui rajoute une responsabilité complémentaire. Voilà, donc pas de réponse aux questions, mais par contre, c'est un vrai sujet. Je vais revenir un petit peu sérieux, parce que la communication, la promotion du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, j'avais envie d'ailleurs d'appeler mon intervention « Comment rendre visible ce qui est accessible ?» Il y a une difficulté, c'est celle de la visibilité, mais celle de l'accessibilité par l'intermédiaire d'un certain nombre de médias sur lesquels on va revenir, et puis cette multiplicité de médias qui s'adressent à des publics radicalement différents. C'est un sujet que je pense, d'un point de vue touristique, nous n'avons pas encore totalement résolu. Alors, je voudrais faire juste un petit historique parce que ce qu'on appelle les EGD, les organismes de gestion de destination. C'est en fait un mot savant pour désigner ce qu'on appelle les institutionnels du tourisme. Les institutionnels du tourisme, il y en a d'ailleurs dans la salle, n'est-ce pas, cher Cédric Corr, mais il y a également Elodie Fex que je vois. Donc, vous avez des représentants de structures, des offices de tourisme, il y a également des comités départementaux du tourisme, il y a des comités régionaux du tourisme, il y a effectivement au niveau de l'État un certain nombre d'organismes qui s'occupent de la promotion et de la communication touristique de l'ensemble des filières, de l'ensemble des activités liées au tourisme. Et force est de constater qu'autour du tourisme et du handicap, la réflexion reste encore assez jeune. Elle reste encore assez jeune, et si nous avons été sensibilisés, nous, donc organismes de gestion de destination, c'est d'abord sous une logique réglementaire, donc on pourrait qualifier de coercitive. Il a été cité, madame, tout à l'heure, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Il est vrai que avant cette loi, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'action, qu'il n'y avait pas d'initiative, mais il n'y avait pas d'action concertée, il n'y avait pas d'obligation pour les organismes que nous sommes d'avoir une vraie réflexion stratégique
pour l'accueil des publics en situation de handicap. Donc un travail a été fait notamment depuis 2014, puisque les ERP, les organismes accueillants du public, les offices de tourisme en sont naturellement, ont cette obligation de proposer des conditions réglementaires, des conditions obligatoires pour l'accueil du public. Ce n'est pas toujours facile. Je le dis parce que ce n'est pas qu'une question de volonté, notamment politique. Ce n'est pas toujours une question, et ça l'est rarement d'ailleurs, de moyens financiers. C'est aussi une capacité d'intégrer les problématiques qui sont celles des personnes en situation de handicap. Et parfois, une petite anecdote, de se trouver soumis à des forces contraires. Je pense notamment parfois à des architectes du bâtiment de France. J'ai eu à le connaître dans des responsabilités précédentes où nous n'avons pas pu mettre, et c'est un gros office de tourisme, où nous n'avions pas pu mettre en œuvre cette condition d'accessibilité, simplement parce que nous étions dans un patrimoine classé et que l'architecte des bâtiments de France s'y opposait. Je referme la parenthèse. Donc le premier point, ça a été effectivement, d'un point de vue réglementaire, de permettre l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Et puis, après, une initiative au niveau de l'État, je ne vais pas revenir longtemps dessus parce que vous la connaissez, c'est le label Tourisme et Handicap, qui est une marque d'État qui est attribué aux professionnels du tourisme qui s'engagent résolument dans une démarche de qualité ciblée sur l'accessibilité aux loisirs et aux vacances pour tous. Donc, on a vu effectivement mettre en place, souvent sous l'égide des départements, des comités départementaux du tourisme, tout un tas d'actions pour faire en sorte que l'ensemble des professionnels du tourisme, d'ailleurs publics et privés, qui mettaient en œuvre des services ou des conditions d'accueil spécifiques à 4 types de handicap puissent être remontés, puissent être fédérés autour d'une marque commune. Et puis, d'autres initiatives sur lesquelles je reviendrai rapidement, notamment Destination pour tous, qui est une marque jeune, depuis 2013, qui valorise les collectivités qui proposent aux personnes en situation de handicap et à ceux qui les accompagnent, j'y reviendrai tout à l'heure, une offre touristique cohérente et globale. Aujourd'hui, uniquement 3 villes sont dans ce dispositif qui demande effectivement un véritable engagement. Amiens, qui est une ville assez exemplaire d'ailleurs en termes de tourisme et de handicap, Ballaruc-les-Bains et Bordeaux, qui a souhaité mettre en place aussi ce dispositif, notamment avec une offre destinée aux familles, au handicap mental et moteur. Je ne parle pas trop vite ? Merci. Et puis alors, m'arrêter peut-être un instant sur ce qui n'est pas véritablement un référentiel autour du tourisme et du handicap, mais qui pour moi est une pierre angulaire essentielle sur les réflexions que l'on peut avoir, nous, organismes institutionnels, sur la prise en compte de cette problématique qui est le tourisme et le handicap. C'est la norme ISO 20121. La norme ISO 20121, en fait, c'est une norme, donc ISO, comme son nom l'indique, qui est apparue en juin 2012, juste après les Jeux Olympiques de Londres. Et en fait, c'est une norme qui est dédiée à ce qu'on appelle les systèmes de management responsables appliqués à l'activité événementielle, c'est-à-dire toutes les activités liées à l'événementiel. On pense notamment au centre des congrès. Et depuis 2 ans, les offices de tourisme peuvent se prévaloir de cette norme. Alors, l'avantage de cette norme, c'est d'abord que c'est un outil de management extraordinaire au niveau des équipes. Parce que le premier postulat qui est donné, qui est demandé à celles et ceux qui souhaitent s'enquérir de cette norme ISO 20121 et de la porter au fronton de leur établissement, c'est d'abord une logique de management. C'est-à-dire qu'on réfléchit avec l'ensemble des équipes sur les valeurs qui animent l'action de la structure en commun. On a engagé ça. Alors, j'ai à côté de moi non seulement le président de SPL Clermont-Auvergne Tourisme, mais également Mathieu Bruck, qui interviendra tout à l'heure et qui est en charge du pôle marketing digital. Mais on a conduit avec les équipes, effectivement, un gros travail de définition de ce que sont nos valeurs. Et les valeurs qu'on a envie de porter et de structurer au niveau de notre offre touristique, nous, Clermont-Auvergne Tourisme, envers l'ensemble des publics. Et bien sûr, il y a des valeurs autour de la mobilité, autour de l'équité et autour de l'accessibilité. Donc, c'est aussi un moyen, cette norme ISO 20121 pour nous, de prendre en compte l'ensemble des problématiques qui sont celles qui nous occupent aujourd'hui. Alors, maintenant, revenons un petit peu sur la problématique de la promotion et de la communication de l'offre. D'ailleurs, on aurait pu prendre 10 minutes pour définir ce qu'est la promotion et ce qu'est la communication. Je l'ai pris dans son sens le plus général et le plus simple. Pour moi, la promotion, c'est ce qui s'adresse à des publics extérieurs. La communication est ce qui s'adresse à des publics internes. Et notamment dans les offices du tourisme, la promotion, c'est quand on va chercher des visiteurs. La communication, c'est quand on s'adresse à nos socioprofessionnels et à nos habitants. C'est peut-être simpliste, c'est comme ça que j'ai pris en tout cas la question.
La promotion communication de l'offre, donc, nous l'avons vu, nous avons été soumis dans un premier temps à un élément réglementaire, un peu coercitif. La promotion communication, ça a été d'ailleurs très bien dit tout à l'heure, ça, c'est vraiment du ressort d'une démarche volontaire de la part des organismes, qu'ils soient publics et privés, qui souhaitent s'orienter là-dessus. C'est-à-dire qu'on est obligé de permettre l'accès de nos sites, effectivement, aux personnes en situation de handicap. Nous n'avons aucune obligation, pour des choses comme elles sont, de communiquer envers ces mêmes personnes. Donc, c'est vraiment aujourd'hui une démarche volontaire. C'est aujourd'hui une démarche qui devient de plus en plus générale, mais c'est une démarche qui reste encore à structurer, puisqu'elle est, comme on le disait, du ressort individuel. Pardon. Je rappelle quelques chiffres, ou en tout cas, je donne quelques chiffres. Il y aurait, selon ma connaissance, 9,6 millions de personnes en France en situation de handicap. Tout type de handicap, tout type de degré de handicap. Mais ce qui est intéressant à voir, parce qu'on n'est pas uniquement, quand on parle de tourisme, naturellement, sur une logique locale, régionale, voire nationale, on est sur une logique internationale, et notamment européenne, pour la destination Auvergne. En Europe, il y a une personne sur deux qui a des besoins spécifiques quand il se déplace. Tout type de besoins, une personne sur deux. Et on a 36 millions de personnes handicapées en Europe, qui ont les moyens financiers de partir en vacances. 36 millions de personnes en situation de handicap qui n'ont pas de problématique financière pour partir en voyage. 36 millions. Pour autant, il n'y en a que 5 millions qui partent. Et pourquoi il n'y en a que 5 millions qui partent? Pourquoi on en laisse autant au bord de la route? C'est simplement parce que d'abord, il y a certainement une carence de l'offre adaptée, mais c'est surtout qu'il y a un manque de communication envers cette offre. Donc on voit quand même les marges de manœuvre, parce qu'on voit bien que dans cette réflexion qui nous anime de la promotion de la communication, les questions, elles sont triples pour moi. Il y a bien sûr une approche humaine, ça ne se discute pas. Il y a une approche sociale qui est là, effectivement, sur les rites d'interaction que l'on peut avoir, que les collectivités portent au niveau de leur politique publique, mais aussi, il ne faut pas se cacher derrière, une approche économique. Parce que oui, accueillir dans des conditions dignes et dans des conditions adaptées les personnes en situation de handicap, c'est générateur de retombées économiques. Donc ça mérite, puisque le tourisme est une économie à part entière, qu'on s'y arrête un tant soit peu. Et puis bien sûr, et ça je crois qu'il faut le rappeler, hein, c'est pas qu'une question économique, c'est aussi une question d'image. C'est-à-dire qu'une destination qui peut se prévaloir d'accueillir tous les types de publics dans des conditions qui sont naturellement sont des... Oui, madame. Et promis, c'est pas moi. Bon, de toute façon, je demande à ce que ça ne soit pas décompté de mon temps de parole. Sinon, je demande la VAR. Donc, quels sont aujourd'hui les acteurs de la promotion de la communication? Premier point, première difficulté, c'est qu'effectivement, il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il y a une multiplicité d'acteurs qui portent cette promotion et cette communication autour du tourisme et handicap. Il y a bien sûr l'État, l'administration centrale, les ministères, les observatoires, il y a les collectivités territoriales, les régions, les départements, les intercommunalités, et puis bien sûr, et au premier handicap d'ailleurs, les associations qui font depuis de nombreuses années un travail extraordinaire. D'ailleurs, les premiers communicants sur l'accueil touristique des personnes en situation de handicap, c'est pas nous, c'est pas les offices de tourisme, c'est précisément ces acteurs. Moi, je me rappelle des relations que j'ai pu avoir en Centre-Val de Loire, notamment avec l'UNAT, qui étaient absolument extraordinaires et qui nous ont permis véritablement de comprendre quels étaient les enjeux et surtout de développer à leur côté des outils adaptés. Donc, ce sont les associations qui ont été les promoteurs et qui doivent, à mon sens, le rester encore aujourd'hui. Donc, une multiplicité d'acteurs, et puis même si effectivement on sent qu'un changement de mentalité est perceptible sur notre territoire, et je vais pas nous, on se citera un petit peu après, Mathieu, et on vous montrera comment on essaie modestement, humblement d'avancer sur cette voie-là, mais on sait qu'il y a eu notamment dans le Nord, il y a une vingtaine d'années, un gros travail qui a été mené. On sait qu'il y a un certain nombre de villes aujourd'hui qui sont engagées, j'en citerai deux, je citerai le Louvre-Lens, le site, il y a également Nancy, la métropole de Nancy, qui sont résolument attachés sur ce travail-là. Mais on est quand même aujourd'hui sur des problématiques de communication assez restreintes. Alors, quand on a communiqué jusqu'à présent, c'était uniquement sur l'offre. Et d'ailleurs, vous regardez, et c'était un petit peu peut-être le pendant de tourisme handicap, c'est-à-dire que quand on communiquait d'un point de vue touristique sur l'offre d'un territoire, on commençait bien sûr par là où on peut dormir. Là où on peut dormir, c'est essentiellement les hôtels. Et quand on a une communication tourisme handicap, on en arrive uniquement à mettre en valeur les chambres des hôtels. Mais je suis désolé, quand on vient en vacances, qu'on soit en situation de handicap, qu'on soit en famille, qu'on soit senior, qu'on soit sportif, on ne passe pas tout son séjour dans une chambre. Ça, on appelle ça les nuits de noces. Mais c'est un autre sujet. Donc, on a véritablement un besoin de définir ce qu'est
la priorité en termes de communication. Bien sûr qu'il faut communiquer sur les conditions d'accessibilité, de mobilité, mais on en a parlé également tout à l'heure, vous en avez parlé, c'est tous ces services qui aujourd'hui commencent à se développer sur le territoire qu'il faut mettre en valeur. Et je pense que l'élément d'attractivité d'une destination en termes touristiques, ça sera avant tout par rapport à ces services, parce qu'aujourd'hui, tous les territoires peuvent se prévaloir d'avoir, je ne dis pas que c'est parfait, je dis que tous les territoires peuvent se prévaloir d'avoir des hébergements qui sont en capacité d'accueillir les personnes en situation de handicap. Mais combien d'entre nous sommes, nous, à pouvoir se prévaloir d'avoir des services adaptés à tous les types de handicap? Je vous laisse soin de répondre à cette question. Alors, quel type de communication? Il me reste 2 minutes. J'ai bien compris. Donc, est-ce que c'est une communication exclusive ou est-ce que c'est une communication inclusive? Pour moi, le fond du problème, il est là. Est-ce qu'il faut avoir une communication segmentée, ciblée, ou est-ce qu'il faut rentrer dans une communication générale qui, du coup, n'exclut pas, puisqu'elle s'adresse au plus grand nombre? Ça a été dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai l'impression de faire une motion de censure. Je synthétise un petit peu ce qui a été dit. Je dis que, moi, je pense personnellement que quand on veut adresser un message à une personne en situation de handicap, touristique s'entend, mais en même temps, ça peut intéresser une famille qui est avec une poussette, ça peut intéresser effectivement un voyageur qui arrive avec ses 2 grosses valises. Donc je pense qu'il y a effectivement des éléments de rassemblement, de communion qui doivent être pensés sur les outils de communication, parce que nous, professionnels du tourisme, vous savez, les as du marketing, on a cette tendance naturelle à segmenter. Mais je suis désolé, la segmentation parfois peut avoir l'effet inverse à l'effet désiré. Alors, juste pour dire que je pense que la communication, pour donner des pistes de réflexion, elle doit non seulement concerner bien sûr les personnes en situation de handicap, mais ne pas, et ça a été dit encore tout à l'heure, ne pas oublier les accompagnants qui sont partie intégrante générée de cette offre. Ne pas oublier les aidants aujourd'hui qui, vous savez, il y a eu la problématique sanitaire qui ont fait que tout le monde s'est replié et que les personnes en situation de handicap et leurs aidants ont vécu des moments terribles. Aujourd'hui, des destinations mettent en œuvre des offres de services qui permettent aux aidants de pouvoir avoir une offre particulière, leur permettant de respirer, de reprendre de souffle. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à ces éléments-là. Éviter les signes de dilution, plutôt réfléchir, nous, les acteurs publics et privés, sur des éléments de mutualisation qui s'appuieraient sur des leviers autour du bien vivre ensemble, puisqu'on parle beaucoup d'inclusion. L'inclusion, c'est peut-être le maître mot de cette réunion aujourd'hui. On doit véritablement réfléchir sur ces éléments du bien vivre ensemble, dont effectivement l'accueil des personnes en situation de handicap, d'un point de vue touristique, est une des composantes. Excusez-moi. J'aurais fait tous les micros de... Il en reste combien? Parce que je peux tenir encore longtemps. Merci. Ensuite, juste pour dire, et je finirai là-dessus, promis, c'est que pour moi, et j'avais un aparté avec une dame là, qui est au 2e rang tout à l'heure, c'est que d'abord communiquer, c'est parler ensemble. Et que je crois que le premier du travail que l'on a à faire en termes de communication, en termes de promotion, c'est d'échanger par rapport à nos éléments de langage commun. Vous avez parlé... Tout à l'heure, il a été question de discours approprié. Il a été question de vulgariser plutôt que d'infantiliser. Oui, je crois que la première obligation, la première priorité qui est la nôtre dans cette volonté de communiquer ensemble, c'est peut-être de partager un langage, une sémantique qui n'est pas toujours commune. De faire attention, effectivement, dans nous, on peut avoir, ça a été dit tout à l'heure, des approches peut-être un peu binaires qui sont pleines de bonne foi, pleines de bonne volonté, mais des éléments de langage qui peuvent effectivement ne pas correspondre ou parfois même vous blesser. Il faut aussi que vous compreniez que dans les éléments marketing qui sont les nôtres, qui s'adressent à des publics les plus larges, dans notre volonté effectivement d'attirer le plus grand nombre de publics, on peut avoir parfois des termes ou des mots ou des modalités qui peuvent vous choquer, mais qui ne sont pas en fait là pour ça, qui sont juste là effectivement parce qu'elles correspondent à une sémantique particulière. Donc le langage, vous savez, il y a le lien, il s'unit sur, pour moi, le paysage et le langage. Donc il faut qu'on travaille véritablement sur ces éléments-là pour que ces éléments de langage soient ciment et non pas dissonants. Et puis, ne pas oublier, je finirai là-dessus, c'est qu'il n'est de richesse que d'hommes. Donc on va peut-être parler, certainement, je dirais, de digital. C'est une des priorités également de la communication de Clermont-Auvergne Tourisme et de l'ensemble des organismes du tourisme, mais reste la relation humaine. Et ce que j'apprécie dans ce qui m'est proposé de faire aujourd'hui et sur lequel je conclus, c'est que tant qu'il y aura des échanges de cette nature qui permettront d'échanger des idées, d'expertiser un certain nombre d'actions, eh bien, je pense qu'on sera sur la voie du progrès. Je vous remercie de votre écoute. Mathieu, c'est à Mathieu ou un peu plus tard? À Cédric. C'est à Cédric. Et merci. Et Mathieu, plutôt dans les témoins, hein?
Voilà. Donc c'est Cédric Thévenet qui va nous parler de support numérique et d'accessibilité de sites internet. Et on va essayer de grappiller à chacun 2-3 minutes. Ça commence. Ah, ça commence. Ça continue. Je sais pas parler disons, quand ça on continue. dit déjà que c'est trop long. C'est trop long. Non, mais pour histoire qu'on aille manger pas trop tard et puis surtout qu'on puisse garder un temps d'échange avec la salle quand même. Oui. Mais voilà, Cédric, vous avez quand même 10 grosses minutes. Bon, ça devrait le faire. Merci déjà Accessence de m'avoir invité pour parler de ce sujet, l'accessibilité numérique. Et voilà, combien important, et on verra pour la suite des débats. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, puisque c'est comme ça qu'il faut dire, il y a un taux d'équipement en outils informatiques important parce que c'est un vrai outil d'aide à l'autonomie, le téléphone, le smartphone, et tout ça. Donc ça fonctionne. Voilà, en tout cas pour tout ce qui est de recherche Internet, si les sites sont adaptés. Et mon propos, du coup, sera un peu général parce que tout ça, c'est valable pour le tourisme et c'est aussi valable pour tout autre site Internet. Voilà. Donc, je vais essayer de faire court, de ne pas être trop technique, mais au moins de faire comprendre quels peuvent être les enjeux de l'accessibilité numérique. Donc, pour préparer cette petite présentation, j'ai pris la plupart des informations dans un document que vous pouvez aller feuilleter sur Internet. C'est l'ABC de l'accessibilité numérique. C'est la Fédération des aveugles de France, avec l'aide de la GFIP, qui l'a rédigé. Donc, c'est un document téléchargeable dans lequel vous allez trouver tout ce que je vais dire. Voilà. Donc pour commencer, pour définir l'accessibilité par la Way Accessibility Initiative, donc l'accessibilité du web, ça signifie que les sites web, les outils et les technologies sont conçus et développés pour que toutes les personnes handicapées puissent les utiliser. Donc plus précisément, on doit pouvoir percevoir, comprendre, naviguer, interagir et contribuer au web. Donc l'accessibilité web, ça concerne tous les handicaps, le handicap auditif, cognitif, le handicap neurologique, physique, et les problèmes d'élocution, la déficience visuelle. Et encore une fois, l'accessibilité du web, elle profite parfois aussi à tous, notamment sur des téléphones mobiles, sur des petits écrans, sur des téléviseurs connectés où le moyen d'entrée, ce n'est pas un clavier, mais c'est une télécommande. Voilà. Donc ça peut, dans certains cas, profiter à tous. Et quand on perd ses lunettes, quand on a un bras cassé, on est temporairement en situation aussi de handicap. Donc l'accessibilité numérique peut être utile aussi dans ce cas-là. Et à des endroits où la connexion Internet peut être lente, par exemple, où le débit est faible. Voilà. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup ce matin. Je vais donner quelques chiffres relatifs au handicap en France. Donc, la déficience visuelle, les chiffres que j'ai, c'est entre 1,7 et 2 millions. Alors, ce n'est pas les chiffres des syndicats et de la police. Voilà, ce sont des statistiques. Comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de chiffres précis. Et voilà, selon les sources. D'ailleurs, toutes ces sources aussi sont dans le document l'accessibilité, l'ABC de l'accessibilité numérique. Donc, au moins, ça permet quand même d'avoir une idée. Donc, 1,7 à 2 millions de personnes déficientes visuelles, 207 000 personnes malvoyants profonds, 70 000 personnes aveugles, 932 000 personnes seraient malvoyants moyens et 560 000 personnes malvoyants légers. Donc, voilà. Pour la déficience motrice, ça concerne 2,3 millions de personnes, dont 650 000 en fauteuil. Pour la déficience auditive, ça concerne 5,4 millions de personnes. 360 000 ont des limitations très graves à total. Et on estime aussi qu'entre 80 et 120 000 personnes pratiquent la LSF, la langue des signes française. La déficience intellectuelle, ça concerne 5 millions de personnes environ. 5 à 6 millions de personnes, voilà, environ. Et 80% des handicaps sont invisibles. Donc les aides techniques, c'est ce qui va nous permettre de compenser ces différentes déficiences. Donc on peut avoir recours à des aides techniques. C'est d'ailleurs défini par l'article D 245-10 du Code de l'action sociale et des familles. Donc l'aide technique, ça doit donner la possibilité d'améliorer ses aptitudes. Attendez, je suis prêt.
et de vivre de manière plus indépendante et de participer à la société. Donc c'est tout instrument, équipement et système technique conçu pour compenser voilà, toutes les déficiences liées au handicap. Voilà. Donc, même si un site, Internet, une appli ou un document est bien conçu et respecte les normes d'accessibilité, et donc les aides techniques peuvent être quand même indispensables. Donc, quelques exemples d'aides techniques pour les déficients visuels. On aura pour les malvoyants des claviers à gros caractères, des logiciels d'agrandissement de caractères et des loupes électroniques, par exemple. Et pour les non-voyants, on va avoir des afficheurs braille et des lecteurs d'écran qui restituent les informations sur ces mêmes afficheurs braille en vocal. Et certaines aides techniques peuvent être aussi combinées. Il n'est pas rare que des malvoyants combinent le grossissement et le vocal, ou des non-voyants, ce qui est mon cas d'ailleurs, je combine le braille et le vocal. Alors, les aides techniques qui vont compenser la déficience motrice, il y a tout un tas de sortes de claviers qui vont compenser la TMS et compenser la douleur. Donc des claviers guide-doigts, des claviers monomanuels. Donc voilà, ça peut compenser des problèmes de tremblement, par exemple, le fait qu'on utilise, qu'on n'ait l'usage que d'une seule main. Différents types de contacteurs à pression, à serrage ou au souffle. Voilà, après c'est... Il y a tous les logiciels de clavier de prédiction, de reconnaissance vocale. Donc vous voyez que ça fait quand même un bon paquet de solutions. Donc les recommandations internationales, voilà, concernant l'accessibilité numérique. Donc déjà, depuis 1994, c'est le W3C qui développe les standards internationaux pour le web. Donc le langage HTML, dont vous avez peut-être tous entendu parler, c'est voilà, le W3C qui valide tout ça. Et en 1997, donc on a quand même pris en compte assez tôt cette question d'accessibilité numérique, parce que le web, il est accessible au grand public à peu près ça, dans les années 95. En 1997, donc, on lance l'initiative sur l'accessibilité du web, donc la WAY Accessibility Initiative, voilà la WAY. Donc elle est chargée de vérifier l'accessibilité des technologies du W3C et elle participe aussi à la recherche, développement d'outils et elle donne les recommandations. Et donc c'est ce groupe de travail qui édite et qui met à jour les recommandations sur l'accessibilité au niveau international. Donc ces recommandations, ce sont les WCAG et c'est ces recommandations-là qui sont prises au niveau de chaque pays pour ces recommandations ou ces référentiels. Donc le RG2A, dont on a aussi un peu entendu parler, est inspiré, découle du WCAG. Le cadre légal en France, donc pour faire vite en fait, depuis aujourd'hui, ce sont les sites, les services publics qui ont... Attendez. Voilà, donc tout service public éditant des services numériques se doit de respecter le référentiel général d'accessibilité, donc le RG2A. Et il doit également afficher sa conformité ou non. Et s'il n'est pas conforme, il doit dire pourquoi, parce qu'il y a aussi des demandes de dérogation possibles. Par exemple, quand c'est souvent la dérogation qu'on demande, c'est pour charge disproportionnée. C'est s'il y a un projet de refonte totale d'un site prévu dans les 2-3 prochaines années, on ne va pas investir beaucoup d'argent dans la mise en accessibilité du site existant. Donc, si le site fait apparaître une déclaration de conformité et donc, qui dit que ce site ne respecte pas le RG2A, il doit aussi publier un schéma pluriannuel en disant ce qu'il compte faire dans les 3 ans à venir pour que son site soit accessible. Et donc, si la déclaration de conformité n'est pas présente,
il peut y avoir des amendes jusqu'à 20 000 euros. Donc en fait, le défaut d'accessibilité n'est pas sanctionnable à l'heure actuelle, c'est le défaut de la présence de déclaration de conformité qui l'est. Et ça peut aller jusqu'à 20 000 euros pour des gros sites. Donc c'est aussi ça qui fait que l'accessibilité, ça avance lentement, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien de coercitif pour l'instant sur ces questions-là. Donc ces réglementations s'appliquent aussi depuis le 2019 à toute entreprise qui a un site internet et qui fait un chiffre d'affaires de plus de 250 000 euros. Et donc prochainement, ça va s'étendre à tout organisme qui publie un site internet, quoi. Donc ça, je ne sais pas dans quel délai, mais à terme, tout le monde devra se plier à ces règles. Par contre, pour les services privés, ils ne sont pas tenus de respecter le RG2A, mais simplement les WCAG ou les recommandations européennes. Donc, 10 conseils à suivre. Voilà, c'est comme ça permet un petit peu de prendre conscience. 10 conseils en 2 minutes. 10 conseils en 2 minutes, ça devrait le faire. Donc, concevoir un site utilisable au clavier. Et en fait, ça, c'est aussi pour faire comprendre que quand... alors, ce n'est pas le cas de tous les handicaps, mais le handicap visuel, par exemple, surtout quand on est non-voyant, on utilise son ordinateur sans souris. Donc, il faut que le site... voilà, qu'on puisse accéder à tous les éléments du site avec la touche tabulation du clavier. Il ne faut pas qu'il y ait de pièges et voilà. Donc, fournir des contrastes adaptés, ça va de soi, et fournir... fournir des informations en utilisant plusieurs éléments, du texte, des couleurs, etc. Structurer les contenus. Ça, en fait, quand on a une page Internet un peu chargée, on peut la structurer avec des titres à différents niveaux, des titres de niveau 1, niveau 2. Et ça permet, pour nous qui lisons la page web en braille ou en vocal, de ne pas en faire uniquement une lecture linéaire, mais on a vraiment la possibilité de naviguer parmi les rubriques du site. Donc ça concerne une page, ce n'est pas la structure d'un site web dans son ensemble, mais bien d'une page. Donc établir une mise en page logique et adaptable lorsque quelqu'un va zoomer à 200%, là c'est quand il zoome avec le contrôle, la molette de sa souris. Il faut qu'en zoomant, il n'y ait pas de perte d'information. Décrire les images et fournir des transcriptions vidéo lorsqu'elles sont essentielles à la compréhension de l'information. Et à contrario, c'est pas aussi utile, parce qu'on me dit souvent, j'ai mis mon site accessible, j'ai décrit toutes les images. Par contre, les images qui sont là juste à des fins décoratives, non seulement il n'est pas utile de les décrire, mais il y a des techniques dans le développement qui permettent même de faire en sorte que nos lecteurs d'écran les ignorent, pour qu'on n'entende pas graphique et un numéro qui n'a pas de sens. On prévient l'utilisateur si on met un lien, par exemple, qui nous envoie vers une nouvelle fenêtre. Donc tout ça, c'est des techniques qui sont possibles grâce au HTML. Rédiger des liens avec des intitulés explicites, ça c'est important pour ceux qui utiliseraient l'ordinateur avec de la reconnaissance vocale. Si par exemple sur une page vous avez 2 formulaires, un formulaire pour s'inscrire à une newsletter et un pour se connecter au site, par exemple, si sur ces 2 formulaires votre bouton pour valider s'appelle OK, ça va poser un problème, alors que s'il y a un bouton qui s'appelle se connecter pour une fois qu'on a entré ses identifiants sur le site, et un bouton qui s'appelle s'inscrire pour valider le fait qu'on souhaite s'inscrire à la newsletter, ça sera beaucoup plus clair. Donc, pour les sites un petit peu plus complexes où il y a des menus, des onglets, tout ça, donc, il faut s'assurer que tous ces composants soient bien restitués par les lecteurs d'écran. Donc ça, c'est voilà, c'est aussi des choses lors du développement du site qui doivent être prises en compte. On parle des fois d'accessibilité avec les solutions Real Speaker et tout ça. Donc ça n'est en aucun cas des solutions d'accessibilité. C'est au mieux un petit peu de confort pour quelqu'un qui veut enlever ses yeux de l'écran, qui aurait un début de DMLA ou une légère déficience visuelle. Ce sont des solutions qui intègrent un bouton sur une page web et qui vocalisent le contenu de la page web. Mais voilà, ça, on considère que ce n'est pas une solution d'accessibilité.
Et puis voilà, on ne fait pas non plus de version spéciale pour les personnes en situation de handicap. Depuis ce matin, on parle de l'inclusion et je crois que l'accessibilité numérique, c'est dans la même lignée de tout ce qui a été dit ce matin. Surtout que les technologies pour concevoir les sites, les applications ont quand même beaucoup évolué. Donc c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années de ça, on arrivait sur la page d'accueil d'un site, on avait un bouton malvoyant, en fait, ou non-voyant, c'était un site sans les images. Et la version normale. Donc ça n'a plus cours aujourd'hui si un site est bien développé. Et tout ça, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, ça s'applique au site Internet, mais également à tous les documents que vous mettez en téléchargement. Si vous mettez une brochure tarifaire, enfin tous les documents PDF, Word que vous mettez en téléchargement, ils doivent aussi respecter tout ça. Parce que s'il est mal conçu, on ne pourra pas en prendre connaissance, quoi. Et enfin, je peux donner quelques possibilités pour se sensibiliser ou se former à l'accessibilité numérique. Donc, comme ce sont des formations qui sont aussi également prises en charge. Et donc, il y a la Fédération des aveugles de France qui propose ce genre de formation. Il y a Access 42 et Coena. Et vous pouvez trouver, par exemple, des formations comme concevoir des documents accessibles. Alors là, du coup, ce n'est pas forcément dédié aux développeurs, mais quelqu'un qui travaille dans un service communication, il peut apprendre avec InDesign, avec Acrobat Reader, à créer des documents qui vont être accessibles. Et après, il y a des formations plutôt dédiées aux développeurs pour intégrer l'accessibilité dans son projet. Enfin, je vous invite à aller sur les sites de ces 3 organismes et vous former à l'accessibilité. Voilà. Merci. J'espère que j'aurais été clair. Après, voilà, lire mes notes comme ça, c'était pas facile. Merci, c'était très bien, Cédric Thévenet. Et on va terminer avec Isabelle Richard pour le dernier exposé avant de passer au temps d'échange avec les autres invités. Isabelle Richard qui fait partie d'Accessence. Oui. Bonjour à tous. Donc moi, je suis là un peu pour vous parler de l'application HandiVisite. Cette appli, donc c'est l'aboutissement d'un travail de 2 ans avec l'agence Openium. Donc c'est une agence auvergnate qui l'a conçue. Comme on vient de le voir un peu dans la matinée, vous avez eu quelques chiffres là à l'instant, Cédric vous en a donné. Mais en gros, je refais pas les chiffres, mais le nombre de personnes qui sont concernées par cette dynamique de médiation inclusive et cette communication obligatoire, cette promotion des outils adaptés, elle n'est pas négligeable. D'autant qu'on a vu que tous ces outils-là, ils n'étaient pas que destinés aux personnes en situation de handicap, mais également au grand public. Donc, comme l'a évoqué donc Sandrine en début de matinée, spontanément, l'accessibilité des sites touristiques et culturels renvoie aux aménagements lourds, souvent lourds en tout cas, pour rendre accessibles les sites donc aux personnes à mobilité réduite. Or, pour une personne déficiente visuelle, auditive ou mentale, j'ai un problème de micro. Merci. Les outils de médiation adaptés, s'il n'y a pas d'outils de médiation, en fait, cette accessibilité physique, elle est complètement relative. Enfin, l'intérêt est complètement relatif parce qu'une personne en situation de handicap visuel, il a à part le problème de mobilité pour se rendre sur le lieu, donc il faut quelquefois les sites en plein milieu de la campagne, c'est quand même, s'ils ne sont pas accompagnés, c'est compliqué pour s'y rendre. Mais au-delà de ça, pénétrer dans un site touristique qui n'est pas accessible physiquement, c'est pas un problème, comme l'a évoqué Gilles tout à l'heure. En fait, vraiment, ce qu'il faut, c'est de l'accessibilité des outils de médiation. Parce que voilà, il faut qu'ils aient accès au contenu de visite. Donc, ici, vous en êtes tous la preuve. Et puis, donc toutes les démarches qui sont entreprises, il y en a de plus en plus des démarches dans le sens de la médiation inclusive. On a vraiment cette dynamique-là. Par contre, reste l'écueil, ce qu'on est en train de voir là tout de suite, de la communication et de la promotion. Comment faciliter l'accès à la communication? Comment faciliter l'accès à l'information? Alors, il faut qu'elle soit fiable
et transparente. Il ne faut pas qu'une personne déficiente visuelle ou en situation de handicap auditif ou mental se rende sur un site sans savoir réellement. De toute façon, il ne le fera pas parce qu'il faut qu'il prépare son séjour. Ou il ne le fera pas, ou alors il est un peu téméraire parce que bon, quand on arrive, on fait un voyage, etc. On prévoit. On arrive sur un site, on se dit, ah ben oui, on nous a dit que c'était adapté, c'est label tourisme handicap, mais en fait, il n'y a pas vraiment ce qu'il faut pour moi. Donc en fait, il nous fallait un outil qui réponde à ces questions-là. Donc en fait, on a eu d'abord une première expérience. Donc ça, c'était un constat qu'on a fait chez Accessens, et une première tentative sous forme de guide papier. Donc c'était dans un autre temps. Mais par contre, ce guide papier avait la limite de ne pas donner accès aux outils de médiation, parce qu'on voulait aussi faciliter l'accès à l'outil de médiation. En sachant donc que les publics auxquels on s'adressait, c'était aussi des publics qui étaient ultra connectés. Enfin, ultra connectés, pas ultra connectés comme les ados d'aujourd'hui, par exemple, mais qui étaient vraiment connectés, qui se servaient réellement des outils, des smartphones, tablettes, des outils numériques, comme des aides, comme vient de le dire Cédric, comme des aides et voilà, un moyen d'accéder à l'information. Donc, quand on s'est rendu compte de ça et on a fait ce constat-là de l'écueil de la communication et de l'information, on s'est dit, la seule solution, en fait, finalement, c'est une application mobile. Alors, qui est utilisable sur mobile et sur tablette, bien sûr. Donc, grâce au projet Massif Central pour tous... Ah oui, pardon. Non, parce que là, si je passe sur les partenaires, ça ne va pas le faire. Donc oui, juste parce que je ne le voyais pas, enfin voilà, je le vois maintenant. Mais j'ai oublié de citer nos partenaires qui sont hyper importants parce que cette appli-là, on l'a fait avec nos petits moyens, donc nos petites mains. Elle est gratuite, donc on fait pas payer ni les sites touristiques qui souhaitent y être référencés, ni évidemment l'accès à l'application pour les personnes qui veulent la télécharger. Donc, c'est tout gratuit. Donc, l'agence Openium est venue en mécénat pour nous aider. Non seulement c'est eux qui ont conçu l'application, mais ils sont venus en mécénat pour faire ça. Une ADEV, la marque de bienfaisance et une cagnotte qu'on a mis en place sur Ulule qui a permis à 70 personnes de nous soutenir et dans cette création d'application. Donc cette appli, c'est l'aboutissement de 2 ans quand même de travail, aux côtés donc de l'agence Openium, je viens de le dire. On a été accompagné par des personnes en situation de handicap parce que nous avons travaillé sur l'ergonomie évidemment et l'accessibilité de l'outil. Donc normalement, elle est complètement accessible et on a demandé aux gens qui la testent de nous faire des retours. Donc elle est disponible sur tous les supports numériques, smartphone, tablette. C'est comme vous le voyez, un annuaire, ça va plus vite que moi. Un annuaire de sites touristiques, mais il donne aussi accès au contenu de médiation. Donc, en enregistrant les favoris sur son smartphone, on a accès vraiment au contenu sans avoir de réseau, par exemple, parce qu'on a quand même pas mal de sites en rase campagne et où il n'y a pas forcément de réseau. Donc, on a accès à ces outils-là. Donc, il y a des textes de visite en audio-description, en gros caractères, FALC, comme on l'a vu ce matin, des vidéos en langue des signes, comme vous voyez à l'écran, et vous avez vu juste avant un plan de situation, un plan de circuit adapté. Donc actuellement, oui, c'est passé assez rapidement aussi. On a 300 adresses à peu près qui sont répertoriées sur l'application. Donc, en fait, c'est la première application vraiment gratuite qui facilite l'accès à la culture pour tous les publics parce que, du coup, comme on l'a vu aussi ce matin, les outils que je viens de vous citer, ils vont être utilisés par tous et en fait, ils vont permettre même au grand public de faire enfin une visite, en autonomie, hein, parce que là, évidemment, je ne remets pas en question le travail des guides qui quand ils sont en autonomie, ils vont pouvoir faire une visite sans passer à côté de leur découverte et d'être un peu acteurs aussi de leur découverte. Vous trouverez dans le petit sac, un petit flyer sur HandiVisite avec le QR code que vous pourrez flasher pour pouvoir la télécharger, la tester et puis vous rendre compte de tous les bénéfices qu'elle peut apporter à votre site si vous décidez de mettre en place des outils ou si vous avez déjà mis en place des outils d'adaptation.
Alors, comme toutes les applis sérieuses, HandiVisite est en perpétuel développement puisque nous nous efforçons donc de la rendre plus efficace possible. En ce moment, on est en train de travailler sur un système de tri, de sélection en fait, des sites quand on arrive sur l'application, mais également de faire en sorte qu'elle référence un maximum de sites adaptés qui valent vraiment le détour. On en a de nombreux cas ici, de nombreux exemples, et qui méritent qu'on relaie leur bienveillance. Donc, je pense que je suis à peu près dans les temps. J'espère que je n'ai pas été trop subjective. Il faut dire que voilà, ça a été un accouchement long. Donc, non, pas du tout, ça va. Donc, oui, ça laisse ses traces. Je suis à votre dispo pour toute question. Merci beaucoup. Merci Isabelle Richard pour la présentation de cette application sur laquelle on va peut-être pouvoir revenir ensemble. Rejoignez-nous sur cette partie débat. Gardez vos questions en tête aussi pour dans 2-3 minutes. Peut-être une question quand même pour Monsieur Sébastien Granier, qu'on n'a pas encore entendu et à qui je vais donner la parole. Vous êtes donc vous représentez la Croix-Marine. Peut-être vous pourriez évoquer dans votre structure l'importance que vous accordez aux sorties culturelles, aux sorties sur les sites touristiques, etc. pour votre public. On va vous prêter un micro. Je vous prête le mien. Non, c'est bon, il arrive par là. L'importance des visites, des sorties. C'est bon, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci aussi à Serge Pichot et Accessence maintenant donc pour l'invitation. Alors oui, la Croix-Marine a pour particularité d'intervenir auprès de personnes en situation de handicap psychique. Déjà, donc les handicaps psychiques, finalement, on a commencé à en parler un peu plus avec la loi de 2005, même si ça existait déjà avant, mais ça a été reconnu dans les nomenclatures officielles à partir de 2005. Le handicap psychique ou les troubles du psychisme, ça fait toujours un peu peur aussi, puisque ça renvoie à la psychiatrie derrière. Toucher que qu'en temps normal, on fait toucher. Plein de stéréotypes, puisque on ne va pas faire un cours d'histoire, mais il y a quelques années de ça, il n'y a pas besoin de remonter très très loin, les personnes qui présentaient des troubles du psychisme, globalement, passaient la majorité de leur vie dans ce qui s'appelait à l'époque des asiles. Donc il y a pas mal de choses négatives qui sont véhiculées sur ce type de handicap. Et je voulais aussi revenir sur une chose avant, c'est qu'il peut y avoir des troubles associés, que ce soit dans les troubles du psychisme ou dans n'importe quel type de handicap. On a parlé par exemple de déficience visuelle, de déficience auditive. Il peut y avoir la surdit, c'est cité le syndrome d'Usher, qui entraîne les deux types de déficience. Dans les personnes que nous accompagnons au quotidien, on a des personnes avec des troubles psychiques, bien évidemment, mais aussi des personnes qui sont en mobilité réduite, qui sont déficientes visuelles, qui sont sourdes. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, et c'est à prendre en compte dans les formations également, puisque former des professionnels, c'est toujours très positif, mais il faut garder aussi à l'esprit derrière que c'est pas parce qu'on a été formé sur une situation précise qu'elle va se reproduire comme ça. Et souvent, il faut faire, on dit souvent, nous, dans nos métiers, il faut faire du cas par cas, du cousu humain, de l'individualisation. Et il n'y a que comme ça que ça marche correctement. Alors on accompagne, moi je suis directeur plus spécifiquement d'un pôle où il y a une partie ESAT et section annexe à l'ESAT, donc là où on est plus sur la partie travail. Avec la section annexe ESAT, on aborde aussi les thématiques de culture, d'accès à la culture, aux loisirs. Voilà. Et puis sur un SAVS, SAVS, il y a beaucoup d'abréviations dans le secteur du handicap, donc service d'accompagnement à la vie sociale, qui permet d'intervenir directement sur la vie quotidienne. Et là, pour le coup, la vie quotidienne, c'est le logement, mais c'est aussi l'accès à la culture. Et là, ça devient relativement important, puisque l'accès à la culture, en plus d'avoir des lieux accessibles qui soient identifiés, il va nous falloir mettre en place des activités. Alors, je prends par exemple la Comédie de Clermont, on a fait récemment une visite avec une personne qui nous a accueillis convenablement. On est venu avec un groupe, donc une personne qui devait être sensibilisée effectivement au handicap. On a fait la semaine dernière un spectacle à la Défense d'un rire, voilà. Donc tout ça, c'est important, c'est une chose, c'est sortie culturelle. Mais après, ce qu'il faut gérer, c'est tout le continuum derrière. C'est-à-dire que pour aller à la salle de spectacle, il va falloir gérer la sortie du logement, il va falloir gérer les déplacements, il va falloir éventuellement gérer aussi la restauration. Donc pour l'ensemble du secteur, on va dire médico-social,
l'ensemble des établissements et services médico-sociaux, et il y en a beaucoup, c'est aussi un élément qui est vraiment fédérateur, parce qu'on va gérer beaucoup d'autres choses et on va finalement accéder, comme tout citoyen, à la culture. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un élément moteur, fondamental. Alors, on parle d'un SAVS, il y a des foyers d'accueil médicalisés, il y a beaucoup de structures qui vont utiliser ça. Donc je pense que la promotion passe, on l'évoquait tout à l'heure, auprès des collectivités, auprès des associations, mais passe aussi auprès des professionnels qui accompagnent ces personnes, parce que de connaître des lieux accessibles, de connaître des spectacles accessibles, ça va permettre effectivement de développer l'autonomie des personnes en retour derrière. Voilà. Et je voulais compléter sur ce que disait monsieur Vincent Garnier précédemment. Les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, sont effectivement consommatrices de services touristiques. Mais en retour, elles attendent aussi une qualité de service qui est la même. On parle de... moi, je dis souvent, il faut que ce soit qualité égale. Il ne s'agit pas d'avoir des choses qui soient un peu bidouillées, bricolées. On a beaucoup entendu ce mot à un moment dans le handicap. Oh, on va bricoler quelque chose. Bon, ça fait plusieurs années que je suis dans le secteur du handicap. Donc, ouais, on va bricoler quelque chose, on va y arriver. On va bidouiller quelque chose, n'inquiétez pas, ça va passer. Bah non, enfin, pourquoi ? Pourquoi, du coup, il y aurait une qualité de service qui serait réduite ? Parce que la personne en situation de handicap, c'est quoi le lien de cause à effet ? Bah, il n'y en a aucun. Donc il faut bien être vigilant à ça, proposer une qualité de service qui soit vraiment optimale par rapport aux personnes, et puis ne pas hésiter à travailler avec des structures médico-sociales qui, elles, vont pas se substituer à un guide, c'est pas leur rôle, c'est pas leur mission, mais vont préparer l'accompagnement, vont éventuellement échanger avec le guide, l'intervenant, etc., pour préparer la visite, pour que ça se passe le mieux possible, mais du coup, pour justement avoir une visite dans des conditions idéales. Voilà, on peut mettre en place, par exemple, on a travaillé sur des situations avec des personnes sourdes, avec l'URAPEDA, pour assurer l'accessibilité de certains sites à des personnes en situation de handicap psychique et de surdité. Voilà. Donc après, chaque acteur doit avoir sa place et chaque acteur doit intervenir aussi en complémentarité. Voilà. À vos côtés, Mathieu Bruck, vous êtes le directeur pôle marketing digital à la Maison du Tourisme de Clermont-Ferrand Métropole. On se dit comme ça, Clermont-Ferrand Métropole. Clermont-Auvergne Tourisme. Oh, pardon, Clermont-Auvergne Tourisme. Voilà, c'est mieux, c'est vrai. Le service de Clermont-Auvergne Métropole et de ses actionnaires, dont la ville de Clermont-Ferrand, Roya. Bon, je reprends la parole. Quelles sont les orientations donc, pour vous dans ce haut lieu touristique Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place en termes d'accès à l'information Qu'est-ce qu'on a mis en place même ? Ou qu'est-ce que vous avez déjà mis en place ? Oui, je pense que c'est ça qui est intéressant. En fait, si on raisonne en termes de communication, je pense qu'il faut raisonner à un moment donné en termes de carrefour d'audience, en fait. Et aujourd'hui, un office de tourisme, c'est certes des bureaux d'accueil, mais c'est aussi des outils numériques, digitaux, dont on a bien parlé là tout à l'heure. Et donc, un des enjeux majeurs pour nous, c'est quand même le site Internet, aujourd'hui, qui fait 350 000 visiteurs uniques par an. Donc, c'est un chiffre qui progresse régulièrement. Donc, on a un vrai enjeu sur ce site Internet. Donc, on a fait les choses progressivement, peut-être pas dans l'ordre, mais en tout cas, on avance sur le sujet. La première chose qu'on a fait, c'est identifier dans notre site une rubrique spécifique avec effectivement la liste des offres qui sont aujourd'hui accessibles, les sites touristiques, voilà, qui proposent des choses. Donc j'étais heureux d'écouter ce matin le musée de Gergovie avec lequel on est partenaire, parce que du coup j'ai découvert aussi des choses. Donc c'est des choses qui vont s'alimenter progressivement au fur et à mesure. Et puis le deuxième sujet qui est effectivement avoir la liste, enfin l'offre des solutions accessibles sur le territoire, c'est bien, mais encore faut-il y accéder. Et donc c'était là le sujet du site internet. Et donc là, on travaille sur la norme justement RGAA, qui est un bon outil. On est accompagné, parce qu'il n'a pas été cité, mais c'est un des concurrents, je pense, d'un de ce qui a été cité. Mais on travaille avec Braillenet, qui est une société aussi qui accompagne les acteurs sur finalement les sites internet, parce que c'est quand même assez technique, hein. Il y a une liste de critères, une centaine de critères qu'il faut remplir
en gros, pour pouvoir prétendre à la norme. Cédric avait donné que 10 conseils, vous Voilà. parlez de Mais 100. il y en a beaucoup plus, je vous rassure, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, effectivement, on est accompagné là-dessus parce que c'est assez complexe. Et ce que je voudrais dire en complément de ce qui a été dit, c'est que c'est pas une fin en soi, en fait. On pourrait se dire, tiens, ça y est, maintenant, on a la norme, on est RGA, c'est bon, c'est nickel, on a fait le boulot. Non, en fait, c'est un travail en continu parce que finalement, il faut réfléchir après, se dire, oui, mais le contenu que je vais mettre sur le site, est-ce que lui va être accessible? Donc, par exemple, quand on fait des vidéos aujourd'hui, on prévoit les sous-titrages, il faut prévoir l'audio description, donc qui est le fichier texte en fait associé à la vidéo. Donc c'est tout un travail finalement de production aussi de contenu et qui consomme beaucoup de ressources aussi humaines. Mais bon, voilà. Ceci dit, le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Et puis je voudrais juste terminer, parce que je pense que c'est une question qu'on s'est posée au début et qui rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est que aussi en termes de tourisme, on raisonne en termes de séduction. Et c'est vrai que le premier un peu réflexe qu'on a, qui est un peu idiot, c'est de se dire, oui, mais comment finalement on va rendre un site accessible donc aux personnes en situation de handicap sans déprécier finalement l'expérience que nous, on veut ouvrir à tout visiteur. Et c'est vrai que c'est un enjeu parce que, notamment les images, voilà, quand on met du texte sur une image, il faut penser au contraste, il faut penser à plein de choses. Et on a fait le choix, parce qu'il peut y avoir deux choix. Soit on fait un site internet dédié pour la partie voilà, tourisme et handicap, soit on se dit, non, on a un site unique. C'est plutôt le choix qu'on a fait, mais qui est un choix du coup parfois de compromis. Ceci dit, je pense que ça a bien été dit là, à ma gauche juste avant, par Monsieur Granier, c'est ça. On peut arriver aujourd'hui quand même à offrir un service qui soit accessible à tous et qui soit voilà, un service de séduction et qui reste dans la logique aussi d'attractivité finalement qu'on a quand on est un office de tourisme aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir ou avait quelque chose à ajouter Oui, allez-y. Donc je voulais juste réagir par rapport à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap mental sur tous les sites et tout ce qui est digital. En fait, ça reste encore quelque chose de très compliqué qui demande aux accompagnateurs un apprentissage. Et c'est pas toujours simple parce qu'il y a des sites qui sont complètement inaccessibles. Où oui, il y a une version FALC proposée, mais qui est inaccessible en fait par la personne. Nous-mêmes, on a du mal à la rechercher, donc c'est très compliqué. Donc oui, apporter des outils de façon digitale, mais déjà que le digital soit accessible à la personne en situation de handicap, c'est la priorité. Donc là, je regardais un petit peu comme ça votre application qui a l'air assez accessible, mais c'est pas le cas de beaucoup de sites où on veut que ça soit joli, on veut que ça soit voilà, on veut proposer, mais finalement dès qu'on arrive sur le site, c'est pas si simple d'accéder à la version simplifiée. On va passer aux questions de la salle peut-être. Une question pour vous, Isabelle. Comment les informations vont être intégrées, comment le contenu va être intégré dans cette application Handivisite? Par les sites eux-mêmes ou... Par moi. Ah, c'est par vous, d'accord. Par Accessence, oui. C'est par Accessence. Alors, par défaut, c'est moi qui le fais. C'est pour ça qu'en fait, c'est une appli qui est quand même... c'est une appli qui a quand même de l'envergure, puisque, bon, on essaye en tout cas, mais voilà, qui a des petits moyens. Et oui, donc, en fait, on a mis en place un questionnaire à remplir par les sites qui sont intéressés, qui souhaitent être référencés. Donc, les personnes remplissent le questionnaire pour qu'on ait les infos les plus fiables possibles aussi. Voilà. Donc, oui, pour avoir les infos les plus fiables possibles, il faut qu'ils remplissent ce questionnaire parce que nous, derrière, on sait, par exemple, s'ils nous disent oui, moi je suis accessible, j'ai la liste des numéros de téléphone d'urgence en braille. Bon, ben nous, voilà, on sait que, ouais, ok, bon, ça c'est une première étape. On va essayer de les motiver à faire mieux, mais à faire plus en tout cas. Mais voilà, nous on sait derrière que ce site-là, alors on va faire de la pédagogie, on va pas lui dire c'est pas bien, c'est nul, c'est pas assez. Alors c'est pas assez, ça suffit pas. Il faut faire un petit peu plus. Mais voilà, nous les sites qu'on va référencer sur l'appli, normalement, parce qu'on ne peut pas se rendre sur tous les sites, donc on ne peut pas le vérifier vraiment physiquement. Donc on espère que les gens, quand ils remplissent le questionnaire, sont vraiment de bonne foi et le remplissent
avec sérieux. Mais voilà, nous, on a conscience des infos qu'il faut relayer sur l'application. Voilà comment ça se passe techniquement. D'accord. Donc on fait appel à vos services. Ah voilà, tout simplement. C'est vous qui l'indiquez. Oui. Ouais. Un petit mot, puis après ce sera Très Nathalie vite. Mahinck. Mais c'était pour souligner aussi le bon travail d'Accessence. Je ne suis pas le premier à le faire aujourd'hui, mais Ah non, et ça pour suffit. remercier aussi, parce que Vincent l'a cité, la ville de Clermont, qui est un de nos actionnaires, et qui a commandé, effectivement, on le voit à l'écran, c'est pour ça que je me permets de prendre la parole, un parcours de visite sensorielle qu'on a mis en avant sur notre site. On a mis des vidéos sur YouTube aussi. Donc, je voulais aussi peut-être souligner l'enjeu, finalement, d'avoir des contenus qui soient suffisamment ouverts en termes de droits pour qu'ils puissent être diffusés sur autant de supports que possible, en fait. Voilà, on parle de l'application, mais aujourd'hui, le numérique est transversal. Il y a les sites internet, il y a les applications, il y a les réseaux sociaux. Et donc, pour ça, il faut aussi les droits nécessaires sur la diffusion des contenus. Et c'est un aspect réglementaire et qui est important. On a peur. Merci pour cette précision, en effet. Et puis Nathalie Mahinck, et ensuite on passe à vos questions. Est-ce qu'on peut baisser quelque chose? Soit les enceintes, soit les micros, je ne sais pas. Oui, donc rapidement. Je vous promets, j'ai rien fait. C'est le vote peut-être, non? Je vais la faire comme ça. Je peux chanter. Allô, allô? Merci. Non, rapidement, donc j'avais envie de rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit. C'est bon? Je peux parler. Sur tout ce qui a été dit, mais alors, par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Garnier, moi je suis complètement d'accord sur l'inclusion et la communication pour tous. Mais après, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de communication. Et je pense que ça reprend l'image de la promotion et de la communication. Quand on pense à un site Internet qui s'adresse au plus grand nombre, il faut penser à accessibilité universelle. Il faut penser dès le départ, dès sa conception, à une communication pour tous, avec des phrases simples, des pictos, toutes les choses dont on a expliqué aussi le monsieur tout à l'heure par rapport aux différents types de situations de handicap. Si on parle pour les personnes sourdes, faut penser, si une personne parle dans la vidéo, qu'il y ait des sous-titres. Ça, on peut le penser dès sa conception. On peut penser aussi à l'interprétation en langue des signes. Mais moi, j'ai envie de dire, des fois, on n'a pas toujours les moyens, dès le départ, de l'intégrer. Mais il faut le penser. Un petit peu à la George Lucas, qui a pensé ses Star Wars 20 ans avant, avec de l'espace entre les personnages, parce qu'il savait que 20 ans plus tard, il aurait les moyens, les effets spéciaux suffisants pour pouvoir intégrer un nouveau Star Wars. Faut un petit peu penser sa communication et ses sites comme ça. Se dire que je laisse la place, je laisse l'espace, je pense un petit peu avant, et après, je me dis, j'aurai peut-être les moyens pour le faire. Mais si on le fait dès le départ, ça peut fonctionner. Et puis après, au niveau de la communication, je pense que les relais des associations sont très importants. Quand on pense aux personnes sourdes, il faut penser réseau social, il faut penser Facebook, il faut penser une communication efficace, rapide, et une communication via les associations locales. Je pense à l'association sportive et culturelle des sourds de Clermont, qui relaie beaucoup d'événements touristiques et culturels. S'ils sont accessibles, ils seront ravis de le relayer. Il y a des associations de parents comme la DAPEDA, il y a des associations comme la Note de professionnels, du RAPEDA, où on peut être des relais d'information auprès du public qu'on accompagne, parce qu'on sait quels sont leurs réseaux, quels sont leurs canaux. Et eux, s'ils savent que c'est accessible, ils vont venir. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire. Ah si, dernière petite chose, je me dis aussi très souvent, alors de moins en moins, mais on a des fois un numéro de téléphone pour s'inscrire à un événement, appelez-le. Alors quand on est sourd et que c'est marqué appeler le numéro, c'est un petit peu dommage. Donc pensez à une adresse mail pour s'inscrire ou un lien. Ou alors si c'est un numéro de portable, un petit SMS à côté. Ça veut dire qu'on peut quand même envoyer un petit SMS et ça fonctionne. Ouais. Voilà. Je crois que Isabelle, vous aviez un élément à donner sur comment Accessence va organiser la formation en 2022. Désolée, je vais faire des questions. Oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, on n'avait pas eu le temps de rebondir sur une remarque, notamment au niveau de la formation des vacataires, des personnels ou des personnels qui sont de passage. Voilà. En fait, donc, chez Accessence, on s'est vraiment formalisé sur ces nouveaux outils, donc la formation à distance, comme vous le disiez tout à l'heure, Sandrine. Et en fait, pour ce faire, on n'avait pas
toutes les compétences. On en a, mais on n'a pas toutes les compétences. Donc en fait, on a essayé de trouver un partenaire qui soit à la hauteur, au niveau technique, parce que voilà, la formation à distance de qualité, humaine avant tout, c'était quand même un point d'orgue de notre volonté de se développer, la formation. Et donc on s'est accoquiné. Non, on a trouvé un partenaire, en fait, un partenaire professionnel. On l'a pas présenté tout à l'heure, donc mais c'était Bonjour World. Voilà, donc on voulait un petit peu vous reparler de cette possibilité. Alors, c'est pas pour vendre nos formations, hein, c'est pour vous dire, surtout, faites appel à ce principe de financement d'État, du FNE, parce que je vais peut-être passer la parole à Thomas, il vous le dira plus techniquement, mais voilà, je me déplace. Donc, merci Isabelle, et merci Cédric aussi de la présentation. Cédric Thévenet de la présentation digitale, parce que c'était assez éclairant pour moi, en tout cas. Donc pour le partenariat avec Accessence, c'est juste pour vous indiquer que, et encore une fois, je fais caisse de résonance du plan de relance de l'État. L'État a mis 100 milliards d'euros pour relancer l'économie après le Covid, et il y a 1 milliard d'euros qui est dédié à ce dispositif de FNE formation. Et ce dispositif de FNE formation, toutes les entreprises privées peuvent en bénéficier. On a parlé tout à l'heure de la formation à distance, de la formation numérique, ou la formation à l'accompagnement au sein de vos musées ou de vos entreprises. Vous pouvez en bénéficier. Quand je dis vous, c'est l'ensemble des salariés peuvent bénéficier de formations qui sont prises en charge à 100% dès lors que les dossiers sont déposés avant la fin de l'année, pour 2022. Donc on s'inscrit avec Accessence pour venir vous aider à monter, parce que c'est toujours compliqué de déposer les dossiers administratifs, mais pour déposer les dossiers, pour que vous ayez des subventions prises à 100% pour former l'ensemble de vos équipes sur toute la formation, et notamment le numérique, et faire des modules de onboarding digitaux pour pouvoir former vos équipes qui arrivent en été, par exemple, sur différentes thématiques, dont les personnes en situation de handicap. Donc voilà, je voulais juste indiquer cette chose-là. Vous avez accès à cette disponibilité, c'est intéressant, et l'État a indiqué que l'enveloppe d'1 milliard était sous-utilisée. L'idée est de ne pas faire de la gabegie, de mal utiliser les fonds, mais vous en avez la possibilité pour venir former. Donc les équipes, on vient renforcer les équipes d'Accessence pour déposer les dossiers en votre nom. Voilà, merci. Merci Isabelle. Merci. Par rapport à la formation, qu'en est-il pour les agents des établissements publics et associatifs ? Alors associatifs bénévoles éventuellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être pris en compte sur le plan subvention et formation ? Alors je sais.
batterie qui commence à... oui, alors, je vais peut-être... Non, c'est compliqué. Hein. Bon, non, ça a l'air d'aller. Oui, non, c'est le micro ou c'est l'endroit où je me trouve qui pose problème. Oui, c'est que là, je suis derrière. Voilà, c'est mieux. Alors, certaines aides techniques, effectivement, ont un coût plutôt élevé. D'autres, pas forcément. Notamment, aujourd'hui, équiper un ordinateur pour un malvoyant ou une personne aveugle, dans certaines situations, ça peut ne rien coûter en plus du prix de l'ordinateur, puisqu'il y a eu des solutions, des logiciels libres, un peu ce qu'est OpenOffice par rapport à Microsoft Office. Dans le cadre du handicap moteur, effectivement, tous ces claviers spécifiques, les claviers unimanuels, oui, c'est assez coûteux. Un afficheur braille aussi, ça coûte cher. Selon le nombre de cellules, ça peut aller de 2 000 euros à 7 ou 8 000 euros. Pour les autres aides techniques concernant les autres types de handicap, je n'ai pas d'ordre d'idée concernant le prix. Mais voilà, le fait que ce soit aussi des outils distribués en petite quantité, qu'il y a beaucoup de recherche. Et puis voilà, le handicap est aussi un business. Donc ça peut coûter assez cher. Il y a des solutions de prise en charge par la MDPH ou par la GFIP ou dans le cadre d'une adaptation d'un poste de travail ou le FIPHFP pour la fonction publique. Mais voilà, effectivement, il y a un coût. Une loupe électronique... ça coûte entre 400 et 2000 euros, par exemple. Un téléagrandisseur, ça peut aller de 2000 à 4000 euros, parce qu'il y en a qui combinent le grossissement et le vocal. Il y en a qui ont des écrans de plus grande taille. Voilà. Mais tout ça, en général, c'est pris en charge. Hein. En partie, ça peut être pris en charge selon la situation. Selon si on devient handicapé avant ou après 60 ans, il y a aussi toutes des subtilités que les assistantes sociales vous indiqueraient mieux que moi, parce que c'est pas si simple. Il va falloir prévoir. Il faudra prévoir. Et alors, je voulais quand même, j'en profite, je garde le micro. Oui, voilà, c'était, ça peut peut-être faire. Tout à l'heure, on disait qu'effectivement, il fallait compter sur les associations pour relier toutes ces informations. C'est effectivement vrai. Je pense qu'elles ont ce rôle. Enfin, on a ce rôle, parce que je me sens aussi concerné. Par contre, on sait aussi que beaucoup de personnes en situation de handicap, ou par choix ou par méconnaissance, ne les fréquentent pas, ces associations. Donc, la communication inclusive avec ce qui fait apparaître le handicap, je pense que c'est aussi très positif. Ça rend le handicap visible de tous, parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot encore à faire pour changer les mentalités. Le regard sur le handicap... voilà, il n'y a qu'à se promener avec une canne pour voir les gens qu'on croise, comment ils se comportent, ou face à quelqu'un qui a une déficience mentale, on peut être démuni, on ne sait pas. Donc ça a aussi cet avantage à la fois c'est positif pour le site touristique, le musée qui affiche sur sa plaquette ou sur son site en page d'accueil son niveau d'accessibilité, tout ce qu'il a pu mettre en place, mais ça rend aussi le handicap visible de tous, et c'est plutôt une bonne chose, je pense. Merci Cédric Thévenet. Puis on va remercier tous les intervenants de cette matinée. Marie, il y a une dernière question. Ah pardon. Par ici, à droite. Oui, bonjour, Bernard Lissot de l'association Valentin Huy. Il va falloir faire court. Oui, très court. Je remercie Cédric Thévenet pour son intervention qui était très intéressante. Et justement, je voulais en parler, mais bon, on vient d'intervenir dessus. C'est par rapport au matériel adapté qu'il a cité, les loupes, téléagrandisseurs et tout ça, qui sont très très chers. Très chers pour des personnes en situation de handicap, souvent qui n'ont que leur AH pour vivre. Alors, on évoquait qu'il y a les MDPH qui peuvent aider. Alors, je siège à la MDPH du Puy-de-Dôme. À ma connaissance, j'ai encore pas eu un cas où une loupe électronique, un téléagrandisseur était pris en charge en partie ou pas. Alors, sachant que, comme il l'a spécifié, quand votre handicap arrive après 60 ans, vous n'avez droit à rien, ce qui s'appelle strictement à rien. Et le matériel adapté, il n'est absolument pas remboursé. Voilà, bon, c'était juste un constat. Oui, merci. Je crois qu'on va se quitter là. On va aller manger pour pouvoir mieux réfléchir et profiter des ateliers cet après-midi. Vous avez d'ailleurs le programme qui s'affiche à l'arrière. Rendez-vous à 14h. Il y aura peut-être bien 5 minutes de... 14h05, parce qu'on termine un peu plus tard que prévu. Merci à tous pour votre attention et puis merci à tous les intervenants de s'être exprimés.
bonne fin de journée.